complètement virtuel. C'est bon? Alors, bonjour. Je ne sais pas combien de personnes sont connectées. Là, en fait, on a une idée ou avant que je démarre vraiment, pour avoir une idée à peu près du public qui est virtuel. 13 personnes, ok. On va démarrer donc cette table ronde autour du concours Construire en pierre structurelle de cette session donc 2023 qui est orientée sur l'idée le thème de la pierre adaptable. Alors un petit rappel, c'est la 9e édition, si je ne me trompe pas, de ce concours qui a été lancé dans cette école en 2013, pardon. C'est un concours ouvert à tous les étudiants des ENSAL à partir de la licence jusqu'au PFE. Et il est organisé depuis 2013 par la médiathèque de l'école de Paris Val-de-Seine. Voilà. Donc initialement, enfin, alors je ne vais pas faire tout l'historique en fait de ce concours, mais depuis 2 ans, ce concours est porté par SNRock et l'Association des pierres sauvages, donc qui accompagnent, qui sont copartenaires en fait de ce concours. Et il est organisé donc par la Matériothèque, notamment Jérôme Semelier, qui assure la logistique, et Bruno Tonfoni, architecte, maître de conférence à l'école de Paris Val-de-Seine. Donc on lance en fait ce concours sur cette thématique en fait de la pierre adaptable. Les candidats donc sont invités à rendre leurs propositions jusqu'au 20 mars et le jury définitif aura lieu le 25 mai sur la même formule que ce qu'on avait fait l'année dernière, pardon. C'est-à-dire qu'en fait le 25 mai, les candidats qui sont retenus, enfin, il y a une dizaine de candidats à peu près qui seront retenus pour présenter à l'oral leur projet, à la suite de quoi en fait le jury se prononcera et prononcera directement le même jour le résultat en fait du concours. Donc pour animer enfin c'est moi qui anime, mais en fait pour donner du contenu en fait à cette table ronde, 4 personnalités sont invitées en fait aujourd'hui à parler de leur propre métier et autour en fait des problèmes, enfin de la pertinence en fait de l'usage de la pierre dans le processus de transformation de nos territoires, à la fois de l'échelle métropolitaine, avec Fabien Guissot, donc, qui est directeur du développement économique et des partenariats au Grand Paris Aménagement. Paul Mariota, qui dirige les carrières de Provence, parlera de son métier et de ses évolutions, en fait, au niveau de l'extraction en fait, de la pierre et puis des évolutions de ce qu'amène maintenant en fait, la réflexion autour de la construction en pierre sur son propre métier, donc en fait sur la ressource. Adrien Willem, qui est appareilleur et tailleur de pierre, évoquera en fait les questions propres à son métier, pardon. Et puis on terminera avec Jean Réau, architecte du studio 1984, pardon, et qui nous parlera de ses expériences en fait sur la construction autour d'un projet de conservatoire au Pradet. Alors je vais donner la parole tout de suite à Fabien Guissot. Pour la télécommande. Je vais prendre la télécommande. Oui, pardon, voilà. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Celles et ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont à distance. Je vais essayer dans le temps qui m'est donné alors peut-être pas complètement de parler uniquement de pierre, mais finalement l'idée et la question qui m'était posée, en tout cas l'enjeu de ma participation, c'était un peu de dézoomer finalement, de sortir du projet architectural pour remonter à l'échelle un peu territoriale et vous expliquer
finalement comment nous, on appréhende aménageurs le rôle de la pierre, mais plus largement le rôle des matériaux alternatifs, ou plutôt des matériaux qui étaient des matériaux alternatifs et qu'on voudrait devenir des matériaux constitutifs vraiment de la construction de manière beaucoup plus importante dans les années qui viennent. Et donc, vous donnez quelques éléments de lecture sur notre stratégie en matière de nouveaux matériaux de construction et de nouvelles méthodes de construction. Donc, on parlera de géosourcés, et donc de pierres, et de matériaux biosourcés aussi, puisque les deux sont extrêmement complémentaires. Moi, je m'occupe de développement économique. Je ne suis pas du tout architecte. Donc, je ne suis pas connaisseur du sujet au sens technique ou métier de l'art. Mais cela dit, ce n'est pas tout à fait un hasard si j'en parle aujourd'hui, parce que au-delà du matériau et de sa mise en œuvre dans des projets de logement ou d'autres typologies bâties, il y a une question de filière en fait derrière. Et nous, ça nous intéresse beaucoup, ces questions de filière, ces questions d'emploi, ces questions de structuration à proximité des territoires de mise en œuvre. C'est un fil directeur qui nous guide beaucoup et qui est vraiment extrêmement important. Grand Paris Aménagement, pour en dire un mot rapide, avant de rentrer un peu dans quelques éléments de précision, c'est le plus gros aménageur public d'Île-de-France. Pour rappeler ce qu'est le métier d'un aménageur, c'est un métier de transformateur de la ville, en réalité. Et d'ailleurs, le métier d'aménageur est en train de changer de manière très importante. On vit une période qui est une période absolument fascinante, parce que c'est une période de changement à toutes les échelles. Mais vraiment, il n'y a pas une échelle qui ne connaît pas des changements absolument massifs aujourd'hui. On passe d'une logique de construction, en gros, en extension urbaine sur des terres agricoles massivement, à une logique de recyclage urbain. Nous, en l'espace de 10 ans, on est passé de 40-50% de nos opérations d'aménagement en Île-de-France en extension urbaine à aujourd'hui 10%. Et c'est des queues de comète, si vous me passez l'expression, d'opérations qui avaient été lancées il y a déjà longtemps. Donc aujourd'hui, 80-90% de nos opérations actives sont déjà des opérations de recyclage urbain. Des opérations où on retravaille la ville sur la ville, finalement. Et on va en parler tout à l'heure. Et donc, à toutes les échelles, les changements sont extrêmement importants et rapides. On le verra ensuite. Le métier d'aménageur, c'est un métier de recycleur urbain, de plus en plus. C'est un métier d'organisateur. C'est un métier où, finalement, notre rôle avec les collectivités, avec les acteurs publics, c'est de dessiner, en définitive, ce qui va se faire. Et là aussi, on rentre, en tout cas, on passe d'une logique où on ne faisait que, je mets des guillemets, dessiner auparavant. Quand je dis dessiner, c'est écrire l'urbanisme, écrire la composition, planifier, effectivement. Alors, la planification, elle est toujours du registre des collectivités locales, notamment avec les SCOT, les PLU. En région Île-de-France, on est en plein dans la remise à plat du SDRIF, le schéma directeur régional d'Île-de-France, qui est un enjeu majeur, même s'il paraît très éloigné de l'acte de construire. En réalité, c'est le document qui est le document un peu socle, un peu chapeau de tous les documents d'urbanisme. Et nous, on vient avec les collectivités, sur la base de ces documents d'urbanisme, ou en aidant les collectivités à les modifier, on vient finalement fabriquer à des échelles qui sont des échelles de taille, on va dire, moyenne, fabriquer du projet urbain. En s'insérant le plus possible dans la ville existante, en composant avec la ville existante, avec le déjà là. Et là aussi, c'est un élément qui est un élément absolument structurant, puisque de plus en plus, on travaille dans du déjà là, avec des gens déjà présents, on insère des chantiers dans des tissus urbains qui sont constitués. On n'est pas du tout en train d'aménager dans des zones qui sont des zones blanches en quelque sorte. Donc notre métier d'aménageur, c'est ça. On a environ 80 opérations d'aménagement actives en Île-de-France. Et pour donner un ordre d'idée, mais j'en reparlerai tout à l'heure, grosso modo, d'ici à 2030, on a à peu près, au travers de nos opérations, entre 2,5 et 3 millions de mètres carrés de SDP à construire. Et c'est entre 2,5 et 3 millions de mètres carrés de SDP, c'est à peu près 2/3 de logements et 1/3 d'autres typologies d'activités. Et cette question de la mixité, d'ailleurs, elle est de plus en plus prégnante, puisqu'on va de moins en moins fabriquer des quartiers monofonctionnels. D'ailleurs, notre objectif, c'est même de démonofonctionnaliser la ville,
pour de plus en plus faire de la ville mixte et rapprocher l'habitat de l'emploi, etc. Bon, voilà pour quelques généralités sur Grand Paris Aménagement. Et juste pour notre statut, nous, on est un établissement public rattaché à l'État, existant depuis 60 ans, ex-AFTRP, qui a aménagé les villes nouvelles donc au début de sa vie. Donc là, on était en plein dans l'extension urbaine, pour le coup, avec les fameuses villes nouvelles d'équilibre, schéma de l'ouvrier à l'époque, etc. Et aujourd'hui, on est une équipe de 250 personnes à peu près pour porter tous ces projets. Alors, en introduction, et pour faire rapide peut-être sur cette slide, nous, on a contrat d'objectif avec l'État. On a aussi les collectivités locales, notre conseil d'administration, donc rattaché à l'État et aux collectivités locales. On essaie de gérer à peu près notre schizophrénie quotidienne entre l'État et les collectivités. C'est pas toujours facile, mais on y arrive. Donc, on a un contrat d'objectif, on a un projet stratégique, évidemment, qu'on a complètement remis à plat l'année dernière. De ce projet stratégique, on est en train de découler, on raffine les choses, notamment sur des socles d'engagement. Comment on s'engage à fabriquer finalement de la ville dans les années qui viennent, socle d'exigence, exigence envers les promoteurs à qui régulièrement on cède des charges foncières pour qu'ils construisent. Donc un de nos rôles, un de nos éléments de puissance, si je puis dire, c'est de prescrire, en définitive, de prescrire auprès des promoteurs qui vont réaliser derrière. Donc c'est là où se loge évidemment un certain nombre de choses concernant les matériaux. Donc évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir impacter le secteur de la construction et de l'immobilier au travers des prescriptions qu'on va donner. Et évidemment, on est guidé par quelque chose que vous connaissez, que tout le monde connaît très bien aujourd'hui. On est guidé par une sorte de triptyque qui est le triptyque du climat, des ressources et de la biodiversité, qu'on retrouve évidemment de plus en plus dans beaucoup de guides, de cadres réglementaires, législatifs, d'objectifs, la stratégie nationale bas carbone, la RE 2020 évidemment qui embarque beaucoup de ces éléments. Et tout ça, on le focalise, ça nous guide évidemment. Et sur la RE 2020, notre objectif, c'est même d'aller un peu plus vite que la musique pour essayer de faire accélérer les choses. Donc le climat, c'est évidemment diminuer fortement la logique carbone de nos opérations. C'est vraiment un élément qui est un élément clé. Et vous savez parfaitement que le bâtiment, aujourd'hui, c'est un des premiers facteurs d'émissions de carbone avec les transports de manière importante. Évidemment, c'est la question des ressources. On en parle peut-être un peu moins souvent de la question des ressources, mais en fait, l'objectif, c'est aussi de réduire l'usage des matières premières vierges non renouvelables, et notamment une matière qui est le sable, qui est une matière qui provoque des crises qui sont des crises mondiales aujourd'hui, et notamment des crises liées à la biodiversité. Alors, il y a d'autres matières qui sont non renouvelables, puisqu'on parle de la pierre aujourd'hui. Simplement, extraire de la pierre dans une carrière, ça n'a pas exactement les mêmes impacts qu'extraire du sable au niveau des fonds marins. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux en termes de biodiversité et d'appauvrissement de la ressource. Le sable, à l'échelle mondiale, c'est une problématique absolument majeure. Et le sable, ça se retrouve évidemment dans le béton. Et puis la biodiversité, ça évidemment, c'est l'impact environnemental des chantiers, c'est la manière selon laquelle on va construire et préserver au maximum l'environnement au sens large du terme quand on construit. Il y a un deuxième volet dans nos objectifs. Le premier volet, c'est celui que je viens d'expliquer. Le deuxième volet, c'est le cadre de vie ou la qualité de vie. Pourquoi on veut modifier notre manière de construire? Pourquoi on veut mettre en place des prescriptions? C'est parce qu'on a un véritable enjeu de qualité de vie. Et un enjeu de qualité de vie qui est d'autant plus prégnant qu'on construit beaucoup dans les métropoles, évidemment. 70 à 80% dans les métropoles et bien entendu dans des tissus urbains qui sont de plus en plus denses. Donc il y a un enjeu pour les habitants. Cet enjeu pour les habitants, c'est augmenter la dimension santé et bien-être, évidemment, habiter dans des logements qui sont plus favorables à la santé. C'est très lié aux matériaux de construction.
Ça c'est clair, c'est évident. Augmenter la durabilité, la simplicité d'entretien, c'est aussi une dimension de la qualité de vie sur la durée, la tenue de la qualité des logements sur la durée, ce qui ramène aussi à la question des matériaux. C'est diminuer les impacts des chantiers. Et je le disais, comme on construit de plus en plus en recyclage urbain, comme on est de plus en plus à l'intérieur de la ville constituée, les chantiers qu'on met en œuvre sont des chantiers qui, évidemment, percutent la qualité de vie des habitants qui sont déjà là. Plus un chantier est court, plus il va être sec en quelque sorte, plus il va être, moins il va être bruyant et plus on va préserver la santé et le cadre de vie des habitants. Cette question de la durée des chantiers, et des chantiers secs notamment, c'est une question absolument essentielle. Et puis le premier point, quand même, qui est un point absolument essentiel là aussi, c'est diminuer la non-qualité actuelle dans les logements. Et là, on peut se le raconter dans tous les sens. Il est évident que depuis 20 ans ou 30 ans, on a construit des logements qui sont des logements globalement de qualité moyenne, voire extrêmement discutable. Et on le voit aujourd'hui, soit par les matériaux mis en œuvre, soit par on va dire la mise en œuvre en tant que telle au-delà des matériaux. Et même par la logique selon laquelle, en termes financiers, les choses ont été mises en œuvre. On sait parfaitement que les logements de défiscalisation, les copropriétés qui sont massivement vendus à la découpe en système de défiscalisation à 60, 70 ou 80% des logements, ce sont, dans certains territoires, de futures copropriétés dégradées qu'on va devoir gérer sous 15 ans, 20 ans ou 25 ans. On n'est pas du tout dans des logiques de durabilité. Et puis, il y a un objectif qualité de vie pour les employés de la filière construction. Aujourd'hui, les métiers de la construction, alors j'allais dire, non pas traditionnels, mais conventionnels, donc les métiers du béton, si on veut simplifier, les chantiers béton sont des chantiers sur lesquels on a une très forte pénibilité au travail. On a des très fortes difficultés de recrutement aujourd'hui. On a un niveau de risque qui est important, même si ça s'est largement amélioré depuis des années. Mais il reste néanmoins le fait qu'on est aujourd'hui sur des métiers qui sont très fortement pénibilisés. Et nous, on veut pousser de manière importante sur le développement de l'industrialisation de l'acte de construire, la préparation en usine, pourquoi pas, le plus en amont possible pour que les métiers de pose, de mise en œuvre, soient des métiers qui nécessitent alors moins de monde sur les chantiers, sans doute, mais en revanche, du monde dans des usines de préfabrication avec toute une nouvelle gamme de métiers qui vont apparaître et qui sont probablement plus attractifs, moins pénibles, etc. Ça, c'est un point essentiel. La construction hors site, c'est un de nos grands dada du moment, et ce n'est pas uniquement celui de Grand Paris Aménagement. On travaille aujourd'hui avec la Société du Grand Paris et avec 3F dans un groupe de travail spécifique sur les leviers du développement de la construction hors site pour, à rebours, faciliter aussi la diminution de la durée des chantiers, etc. Mais sur le recrutement et sur la formation et sur les métiers de la construction, c'est un levier qui est extrêmement puissant. Troisième volet de nos objectifs, maîtriser les coûts. Parce qu'évidemment, tout le monde connaît la chanson, surtout la chanson de ces dernières années, l'augmentation des coûts de construction, l'augmentation des prix du coup qui en découle. Promouvoir la construction hors site et plus largement promouvoir l'utilisation de nouveaux matériaux ne doit pas se faire au détriment du prix, ou en tous les cas doit se faire en essayant de limiter au maximum ces évolutions de prix. Nous, on est convaincus que industrialiser les process, c'est travailler sur des économies d'échelle, travailler, on parlait tout à l'heure, sur le gaspillage qui peut exister aujourd'hui, faire mieux, utiliser mieux les matériaux et donc être plus performant économiquement. On est convaincu aussi que en massifiant, en donnant de la lisibilité aux filières, en industrialisant pour les filières qui sont concernées, on va pouvoir maîtriser les coûts et être moins dépendant de matériaux qui sont des matériaux sur lesquels on a une dimension exogène importante. Ça, c'est le troisième objectif. Et enfin, le dernier, c'est le développement des filières. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les filières, c'est de l'emploi. C'est de l'emploi non délocalisable quand les filières sont à proximité immédiate. Et c'est vrai sur un certain nombre
de matériaux. Si on raisonne à l'échelle du grand bassin parisien, et je mets de côté le bois, parce que sur le bois, la logique grand bassin parisien, elle n'existe pas en réalité. La logique locale sur le bois, c'est la logique française en réalité. Et un de nos objectifs, c'est déjà de se dire, si on parvenait à passer au-dessus des 50% d'approvisionnement en bois français et à monter à 60-70%, on serait déjà sur un niveau de performance assez important. Donc l'objectif, c'est de travailler des filières, circuits courts, maintenir de l'emploi, favoriser la lisibilité, justement, de donner de la visibilité aux filières pour qu'elles puissent investir, recruter, se structurer, en étant garanties en quelque sorte que les débouchés sont présents dans les années qui viennent. Et donc, nos objectifs, une fois qu'on a posé en quelque sorte ces grands principes et ces objectifs, ça veut dire qu'on veut augmenter de manière très importante l'appel qui est fait et les prescriptions faites pour mettre en lumière les matériaux géosourcés, les matériaux biosourcés, le réemploi, dont on parle assez peu, mais là aussi, puisqu'on parle de la pierre aujourd'hui, une des qualités, ou en tout cas un des sujets qui est un des sujets majeurs, c'est la capacité de réemploi, puisque finalement, quand on va construire des immeubles, il faut déjà aujourd'hui penser à leur réutilisation, finalement à leur réemploi, une fois le cycle de vie de l'immeuble terminé. Et au milieu de tout ça, il y a la construction hors site. Ça, c'est vraiment le panorama de ce que l'on veut favoriser dans les prescriptions qu'on est en train d'établir. Ça veut dire quoi en termes de posture? Alors peut-être juste pour revenir sur... j'ai été un peu rapide peut-être sur le panorama, je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Ouais, non, je suis revenu au départ, zut. Mince. Voilà. Peut-être juste sur le biosourcé. Il y a quelques typologies de matériaux qui sont bien connues. Le bois, évidemment. Alors, le bois pose un certain nombre de sujets. Le bois de structure, les murs ossature bois, on ne parle pas toujours de la même chose. J'en profite juste pour dire que si on veut industrialiser, si on veut processer en quelque sorte, si on veut travailler sur des bâtiments qui sont des bâtiments qui permettent le réemploi aussi, il y a un facteur qui est un facteur clé au milieu de tout ça. C'est quand même de favoriser des typologies de structures qui sont plutôt poteau-poutre ou poteau-dalle. Ça, c'est ce qu'on veut massivement pousser dans les années qui viennent, pour une majorité des bâtiments. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose sur certaines typologies de logements, par exemple, où on peut travailler sur des logiques structurelles. Oui, je vais aller vite. Mais en tout cas, il est évident que c'est un élément absolument important. On travaille sur le bois, on travaille sur la filière chanvre, sur la paille. Tout ça, la chanvre, la paille, c'est notamment tous les isolants dans les meubles ou dans les FOB qui permettent de travailler sur des solutions alternatives. Et puis sur le géosourcé, il y a la pierre, bien évidemment. Il y a la terre crue, la terre stabilisée et la question du béton décarboné. Bon, je passe rapidement là-dessus. Mais ce sont des sujets évidemment qu'on travaille. Nous, notre posture en tant qu'aménageur, c'est d'assumer, enfin en tout cas de vouloir, on veut vraiment avoir un rôle clé, donc les prescriptions qu'on va écrire, on considère qu'elles vont avoir des conséquences, des résultats, et ce d'autant plus qu'on est suivi, puisque je disais, groupe travail sur le hors-site avec 3F et la SGP, on va partager nos prescriptions avec 3F et la SGP. On a aussi une posture qui est non dogmatique, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir des résultats rapides. Et donc d'être très pragmatique sur la mise en œuvre de tout ça. Le bon matériau au bon endroit, vous savez, c'est toujours le mantra un peu habituel, mais on le fait nôtre, en quelque sorte, pour se dire il ne faut pas être complètement fermé à la réalité. Le béton, on en aura toujours besoin à certains endroits, voilà, sur l'infrastructure notamment. Et il y a de très bons matériaux qui vont servir à atteindre des niveaux d'objectifs, et la pierre en est un, qui ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on envisage dans la logique poteau-poutre ou poteau-dalle, encore que, mais en revanche, pour d'autres usages, on va atteindre parfaitement nos objectifs en utilisant la pierre. Donc il faut qu'on soit pragmatique. Et l'assemblage optimal entre matériaux, c'est vraiment ça qui va nous permettre d'atteindre les objectifs. Et on sait qu'on a aussi des éléments de réglementation qui doivent bouger.
dans les années qui viennent pour favoriser ces assemblages entre matériaux. Et donc, notre plan d'action, c'est, là, on est en début d'année, on est en train d'écrire nos prescriptions pour toutes les années qui viennent, celles qui vont s'imposer aux promoteurs. Et avec un objectif, c'est justement de mettre en place ces prescriptions sur les 2,3-2,4 millions de mètres carrés. Le chiffre, il est un peu corrigé. On est plutôt entre 2,5 et 3 millions parce qu'on a eu une fin d'année assez importante en termes d'opérations nouvelles. Et donc, notre stratégie, elle est un peu incrémentale. Les prescriptions, des retours d'expérience. On va mettre en place une dizaine d'expérimentations sur, justement, des nouvelles techniques, des nouvelles typologies de matériaux, des nouveaux assemblages entre matériaux au travers des projets, une dizaine de projets en région Île-de-France dans les mois et les années qui viennent. Faire du retour d'expérience, améliorer nos prescriptions et les élargir de plus en plus. Voilà, j'ai été un peu long, mais voilà ce que je pouvez vous dire sur le sujet côté Grand Paris Management. Merci beaucoup, Monsieur Guissot, de l'exhaustivité de votre présentation, puis surtout de la compréhension pour les étudiants, peut-être aussi de ce qu'est le métier d'aménageur, le rôle de l'aménageur et de montrer en fait dans vos plans d'action en fait aussi le changement considérable en fait que réinterroge en fait la question climatique notamment en fait sur le rôle de l'aménageur, puisque il y a encore quelques années en fait l'aménagement était essentiellement orienté sur on a eu des intervenants en fait ici, notamment un illustre qui était à Seine-Aval en fait il y a quelques années, qui en tant qu'aménageur démontrait aux étudiants son rôle plutôt extrêmement simplement par un tableau Excel, en disant mon métier c'est de gérer un tableau Excel, à gauche c'est les dépenses et à droite c'est les recettes, et à la fin en fait le tableau est équilibré, et ça se limitait en fait de façon un peu comment dire provocatrice, mais en fait c'était ça en fait le métier d'aménageur, et en fait tel qu'il était perçu. Aujourd'hui vos métiers changent comme les nôtres, et moi ce que je trouve aussi intéressant pour les étudiants et puis pour les candidats en fait à ce concours, c'est de comprendre en fait aussi à quelle échelle se joue le choix des matériaux. Là maintenant, en fait, on a pensé pendant très longtemps que la question de la matérialité, en fait, c'était une question d'architecture qui intervenait au moment du projet architectural, alors qu'aujourd'hui, en fait, cette question, elle se pose dès la première hypothèse de transformation d'un territoire et donc, en fait, du projet urbain. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que vous démontrez de façon assez claire à l'échelle de votre rôle et de votre engagement, en fait, sur le développement du Grand Paris, en fait, c'est que la question de la matérialité, elle engage en fait des réflexions urbaines. Elle engage globalement et la réflexion urbaine, et en plus de ça, une chose qui est quand même assez fondamentale, c'est tout le redéploiement des filières qui est orchestré, organisé, organisable en fait le plus en amont possible. Et souvent, en fait, cette question, enfin aujourd'hui, on a compris. Tous, en fait, j'espère, en fait, que c'est pas à l'échelle de la pensée d'un édifice, en fait, qu'on arrive à résoudre les enjeux qu'on a à résoudre à l'échelle, vis-à-vis des enjeux climatiques. Alors, je vais pas en faire plus. En fait, je vais donner peut-être, pas peut-être, c'est sûr, la parole à Paul Mariotta, donc directeur des carrières de Provence, qui va, lui, à sa manière. Alors là, maintenant, on va évidemment, où est la pierre, quoi, en fait, qu'est-ce que c'est, en fait? Où est la pierre? Et Paul, tu vas nous expliquer ton métier. Ça marche, là? Oui. Ça fonctionne? C'est moins fort que M. Guissot. Donc, merci, M. Guissot, pour tout ce que vous avez dit. Moi, j'étais passionné, très intéressé par ce qui va se passer à Paris. Et surtout de la prise de conscience que je ne découvre pas, parce que j'avais déjà entendu parler de ça par mes confrères du syndicat, mais il y a une vraie prise de conscience sur l'écologie et sur la nature et sur les matériaux, sur la mixité des matériaux, qui est un sujet, moi, qui me passionne et que je défends depuis un certain nombre d'années. Alors moi, je dirige une entreprise qui s'appelle les Carrières de Provence. Historiquement, donc nous, on appartient à notre groupe familial depuis 68. Moi, je la dirige depuis 90. Quand j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, en fait, on faisait que des cheminées en pierre.
principalement. Donc, dans le midi de la France, les quelques opérateurs de carrières de pierre de taille, globalement, vendaient 90% de leur production pour le marché de la cheminée. Les grands groupes Brisac, Philippe, Richard Ledroff, etc., etc., qui ont donc lancé des productions dans les années 70, un peu avant peut-être, ça a commencé. Donc ça a occupé les carrières pendant une trentaine d'années. Ça coïncide presque avec l'histoire des 30 Glorieuses. J'ai regardé, c'est un peu décalé. Donc moi, la pierre de construction, je l'ai découverte plus tard, grâce à un architecte donc connu dans ce métier-là, qui est Gilles Perraudin, que je salue au passage. On s'est rendu compte que le marché de la cheminée était volatile. Il est parti en fumée, c'est une image que j'aime bien prendre parce qu'elle m'est venue un jour par hasard. Mais à cause d'un crédit d'impôt qui a fait que le feu de bois, finalement, à foyer ouvert notamment, était à proscrire à cause de la pollution, notamment dans les grandes villes et à Paris, puisque je crois que ça a été interdit. Donc il y a eu un crédit d'impôt qui a favorisé l'avènement du poêle et des poêles dans toutes ses formes, et qui fait que la cheminée, le manteau de cheminée en pierre, en 3 ans, a disparu. Et les carrières de Provence et d'autres entreprises locales, principalement dans le sud, parce qu'on avait les matériaux qui correspondaient bien, mais il y avait aussi les carrières vers Angoulême qui opéraient aussi, les carrières de Paris un peu aussi, sur ce secteur-là, finalement se sont adaptés. Et ça a été un bon concours de circonstances, et la construction en pierre, finalement, est ressortie petit à petit depuis les années 95. Ça a commencé en 95. J'actionne mon diaporama, peut-être c'est comment ça marche, c'est ça. Alors je l'ai appelé la pierre à l'édifice, c'est une idée qui m'est venue comme ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, des cheminées, on n'en fait plus, ou presque. C'est-à-dire que lorsque je reçois une commande d'un fabricant de cheminées, pour ceux qui restent, je dirais c'est anecdotique. On est passé de 10 semi-remorques par semaine pour le groupe Philippe à peut-être même pas 10 par an. Donc pour vous dire je dirais le changement de métier. Donc on m'a demandé aujourd'hui de représenter, j'oublie pas, je représente le syndicat SNROC et non pas les carrières de Provence. Je suis juste l'exemple qui va servir à étayer un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la construction en France. Je suis loin d'être seul, Dieu merci d'ailleurs. Donc le SNROC, c'est le syndicat national des roches ornementales de construction, qui existe depuis de nombreuses années et qui est attaché à l'UNICEM, qui est le syndicat national des carrières et matériaux en général, puisque finalement les carrières ne sont pas les mêmes, mais c'est de la pierre issue de notre planète. Et donc on est tous regroupés au sein d'un syndicat professionnel, actif dans tous les domaines et extrêmement responsable pour ce qui est de l'écologie aujourd'hui. Donc nous, la pierre, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à l'écologie, et c'est normal. Alors, de la pierre à édifice, comment ça marche? Il y a une page blanche. Alors, j'ai eu l'idée, pour étayer mes propos, de m'intéresser à ce qui se passait avant, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait avant le marché de la cheminée? Mais en fait, avant le marché de la cheminée, les carrières servaient à faire de la construction. Et à gauche, j'ai mis une documentation, la pierre prétaillée, par l'équipement moderne des carrières. En fait, ça date des années 60. La Société méridionale des carrières de pierre de taille, SMECPT, qui est en bas à gauche, en fait, c'est mon entreprise, qui s'appelait comme ça avant, et c'était sa documentation commerciale. Et donc, cette grue que vous voyez avec cette pince et cette pierre, magnifiquement coupée en 6 faces, qui est de la pierre de Fontvieille, peut-être une pierre qui a servi à édifier un des bâtiments faits par Pouillon, on verra ça plus tard. Je dis peut-être parce qu'il n'était pas seul, hein. C'est celui dont on parle le plus, mais il y en a plein. Tout simplement pour vous dire que dans les années 50, on faisait ça, aujourd'hui on fait exactement la même chose. Donc tout à l'heure, vous parliez des chantiers propres. En fait, on peut noter que les chantiers pierre sont extrêmement propres, avec un seau d'eau
et un sac de chaux, une grue, une pince, finalement on construit un bâtiment. Alors il y a du béton bien sûr parce qu'il en faut pour tout ce qui est nécessaire à l'infrastructure du bâtiment, les fondations, toutes sortes de choses. Il le faut et c'est très bien. Et nous, on a notre place avec notre matériau dans certains immeubles et de plus en plus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on faisait il y a 100 ans. On recommence. À droite, vous avez une vue de la carrière de Fontvieille de l'époque, où on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de blocs, on dirait c'est des gros parpaings de pierre. La dimension, c'est 1,30 m de long, je vois 0,51 m et 0,33 m d'épaisseur. Donc les bâtiments faisaient grosso modo 33 cm d'épaisseur. Et ils étaient construits en pierre massive. Je pense que les immeubles haussmanniens de Paris, c'est la même chose. Sauf qu'il y a une architecture haussmannienne qui est absolument fantastique. Chaque fois que je viens ici, on dirait que je découvre, que je ne suis jamais venu. Mais nous, dans le sud, les bâtiments sont plus simples. Et les bâtiments des années 50 que faisait Pérodin, pas Pérodin, que faisait Fernand Pouillon, ma langue a fourché, c'était pas le même style, mais c'était extrêmement épuré, extrêmement beau. On va en voir peut-être un ou deux là, oui, j'en ai mis 2. Donc ça, c'est une vue de la carrière. On voit que c'était à l'époque industriel. On faisait un module et on vendait ce module et les gens après se découpaient sur le chantier la demi-pierre s'il la fallait. C'est inscrit en bas de la diapo de droite. On dit, voilà, vous avez un module et après, s'il faut un module plus petit, vous le coupez à la tronçonneuse sur place. Aujourd'hui, on fait mieux que ça puisque les architectes nous donnent des plans avec des calepins. Donc, toutes les pierres sont dessinées et numérotées. Et on livre des pierres prêtes à poser. C'est-à-dire qu'en principe, il n'y a pas de découpe sur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuisance. Parce que j'étais très intéressé par cet aspect qui vous préoccupe. C'est vrai que lorsqu'on fait des chantiers en pleine ville, il faut essayer de gêner le moins possible. Le bruit, la poussière sont des nuisances, on en a conscience. Nous, on vend des pierres. Quand je dis nous, c'est la profession. Hein. Bien sûr, on a tous les mêmes procédés à quelque chose près, à un détail près par rapport à des détails de blocs, mais les machines sont les mêmes. Donc aujourd'hui, on livre des pierres numérotées de 1 à N. On commence par la pierre numéro 1 et on finit par la pierre numéro N. Et les bâtiments, ils montent comme ça, à grande vitesse. On pose environ, avec une équipe de 3 personnes, on pose 50 mètres carrés quand ça se passe bien par jour de mur. Le lendemain, c'est sec. Donc je dirais presque qu'on pourrait accrocher les tableaux au mur. Donc c'est extrêmement simple et extrêmement rapide. Il n'y a pas réellement de bruit occasionné par la manipulation de ces matériaux. Je vous disais en plaisantant, un seau d'eau et un peu de chaud et ça fonctionne. Donc voilà ce qu'il faisait dans les années 50. C'est une vieille photo qu'un client m'a apportée il n'y a pas longtemps. Donc ça, j'imagine que c'est dans le sud de la France, mais ça peut être à Paris, à Meudon, ou j'en sais rien. C'est donc des immeubles en 30 cm d'épaisseur, en cours de construction. Ça donne quoi? Ça donne ça. Ça, c'est l'opération Pouillon, à Marseille, Vieux-Port, tout le monde connaît ou en a entendu parler. Ça, c'est de la pierre du Pont du Gard. Donc c'est une vision, c'est une vue que j'ai récupérée sur Internet. Mais moi, je suis issu de la France, j'ai l'habitude d'aller à Marseille. C'est aujourd'hui dans cet état-là. Donc on peut constater qu'il y a aussi l'aspect durabilité de ces bâtiments en pierre. S'ils sont bien conçus, avec des façades bien protégées pour les écoulements, bon, les architectes connaissent bien tout ça, bien sûr, on s'aperçoit que ces immeubles, je suis sûr qu'ils n'ont pas été ravalés. Ou presque. Je ne peux pas être sûr parce que j'en suis pas réellement sûr, mais j'imagine, parce que j'ai l'habitude d'habiter dans ce coin depuis que j'y suis né. Et des ravalements de façade, on n'en voit pas. Ou très peu. Donc ça, c'est Pouillon en Marseille. Pierre du Pont du Gard, on s'aperçoit que le module est simple, aussi, toujours assez répétitif. Et on a réussi à construire ces bâtiments. Il y en a des quantités dans le midi de la France, il y en a partout.
Ça, c'est à Aix-en-Provence. C'est une photo que j'ai prise dimanche matin pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une cité HLM, ça. Non ravalée sûre, parce que je la connais bien, j'y passe tout le temps. Donc on s'aperçoit que les immeubles, ils sont 70 ans après dans un état de conservation magnifique. Alors ils ont subi une transformation à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a eu un process, comme il y a eu sur les immeubles Pouillon à Paris, d'isolation, puisqu'à l'époque les bâtiments n'étaient pas isolés. Aujourd'hui on s'intéresse quand même à l'isolation pour essayer de moins gaspiller d'énergie pour mieux se chauffer, ou l'été, être dans un meilleur confort d'été dans les zones plus exposées au sud, par exemple. Mais sinon, ces façades-là, elles sont d'origine, quoi. Elles ont 70 ans et elles sont dans un état remarquable. Si on chemine un peu, que ce soit à Aix, à Marseille, à Arles, à Nîmes, à Avignon et un peu partout, des immeubles comme ça, il y en a des quantités, c'est impressionnant. Ben voilà la carrière aujourd'hui. Ça, c'est une des carrières de pierre de taille à ciel ouvert, puisque finalement, il existe 2 catégories. Je pense à notre ami de Noyant qui est là aujourd'hui dans la salle. J'ai visité ces magnifiques galeries souterraines à la carrière de Noyant. Nous, ici, dans le sud, auparavant, on était en galerie souterraine. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de mon discours. J'aurais pu vous montrer des photos. Il y en a sur Internet. Donc, on avait des galeries dans le Vaucluse. On en avait aussi à Fontvieille. On est sorti à ciel ouvert pour des questions principalement de chasse au gaspillage, parce qu'en fait, dans les galeries, on est obligé de laisser des piliers et on gaspille souvent de la bonne pierre, mais qu'on est obligé de laisser, sinon on se prend le plafond sur la tête. Donc, globalement, on gaspille 50%, quoi. Alors, c'est peut-être momentané, parce que peut-être qu'un jour, je pense aux carrières souterraines qui sont peu profondes, on pourra imaginer peut-être retourner par-dessus. Lorsque ce qui est au-dessus ne mérite pas un intérêt majeur et que momentanément on pourra aller récupérer la pierre qu'on a laissée. Donc elle n'est pas forcément gaspillée pour toujours. Mais à l'instant T, elle est laissée. Donc nous, dans le midi de la France, on a un peu plus de chance. On extrait à ciel ouvert. On voit qu'on quadrille les sols avec des machines plus simples que ce qu'il y avait sur la diapo tout à l'heure, que je ne vous ai pas alerté, mais il y avait une machine, il y avait 13 bras. Aujourd'hui, on en a 1 ou 2. On va un peu moins vite que par le passé, mais on gagne beaucoup de temps. Quand même avec des machines un peu améliorées. Je dis bien un peu parce qu'il n'y a pas eu de révolution notable. On fait des blocs beaucoup plus gros que ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, les blocs ne sont pas manipulables à la main ou presque. Ils font 3 mètres cubes, ils font 6 tonnes, ils font 2 mètres par 1,50 m par 1,10 m. Ce qui nous permet de pouvoir ensuite découper des modules différents. Puisque tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un module. Aujourd'hui, on peut en imaginer une infinité pour s'adapter, je dirais, au dessin des architectes, avec qui on collabore pour essayer de créer des modules pour des bâtiments qui soient un multiple, ou disons qui occasionnent pas trop de gaspillage, de déchets dans les blocs. Donc je vais marquer 2,20 m, 150, 110, 6 tonnes, si vous voulez vous souvenir. Donc c'est assez gros et ça impose d'avoir des engins adaptés. On voit dans la diapo à droite des stocks. On a l'habitude d'avoir de la matière en stock, de façon à ce que lorsqu'il y a un projet ambitieux qui sort, on ne court pas après la matière. Il faut que j'accélère. 5 minutes, ouais, 5 minutes. Bon, j'accélère un petit peu. J'ai dit le principal sur le métier. Tout ça, de toute façon, je suis à disposition et on trouve tout sur nos sites internet de la profession. Tout premier projet en pierre massive, j'insiste, c'est Pérodin. Je l'ai cité tout à l'heure, c'est en 1995. En passant le long de la route à Uzès, il a vu des blocs de pierre du Gard. Il s'est dit, tiens, je vais utiliser ça, je vais faire ma cave. Il s'est fait un caveau. Vous trouverez tout sur le web là-dessus. C'est extrêmement beau. C'est très simple et c'est toujours là. Et c'est monté, en plus, je disais tout à l'heure, sans colle. C'est-à-dire qu'il a pris les blocs, les a posés les uns sur les autres. Comme ils sont très lourds, ils ne s'envolent pas. On voit aujourd'hui, ce ne sont que des projets d'actualité pour que vous ayez une conscience de ce qui se fait en France dans plein de domaines. Au départ, on faisait que des caves viticoles. Dans les années 90, c'était les paysans, ils avaient des crédits sur France Agrimaire. Ils utilisaient la pierre massive parce qu'il y a des caractéristiques mécaniques et d'isolation qui sont extrêmement intéressantes. Et souvent, il y avait de l'autoconstruction d'ailleurs.
Donc ça, c'est un bâtiment industriel qui est à Montpellier, qui est assez grand, mais on voit que le chantier est très propre à gauche. En fait, c'est du Lego, quoi. Ici, c'est un collège, donc c'est bâtiment public, c'est à Rousson, ça date de 2022, donc j'ai pris volontairement des photos récentes. On voit des murs courbes, donc il y a des formes qui aujourd'hui commencent à revenir, des projets qui sont ambitieux et qui sont réalisables parce qu'il faut noter dans un coin de la mémoire que la pierre massive de construction, ce n'est pas un procédé de construction cher. C'est un procédé de construction, s'il est bien pensé, qui est extrêmement économique. En plus de ses vertus écologiques, on arrive à construire dans des conditions de prix extrêmement intéressantes. C'est une parenthèse. Ça, c'est du tertiaire, donc ce sont des bureaux. L'architecte est à Marseille, Battesti. Donc là aussi, c'est tout simple. Il y a 2 plots, aujourd'hui il y en a 6 à côté d'Aix-en-Provence. Du Tilleul, architecte connu pour les gares de la SNCF, qu'on ne présente pas. Donc ça, c'est à Aix-en-Provence, c'est la gare routière, ça a été fait il y a 7 ou 8 ans. On voit que c'est extrêmement moderne. Ça, c'est un projet qui est une cave viticole, mais déjà d'un gros niveau. C'est le groupe Krug, qui avait racheté ce domaine Haute en Provence, à côté dans le, je dis pas dans le golfe de Saint-Tropez, dans l'arrière-pays varois. Je continue ? Tu peux conclure ? Je conclus. Je finis avec ça. Ça, c'est Genève-Pérodin. Donc, c'est sorti de terre il y a 3 ans. Donc, vous voyez qu'on refait ce qu'on faisait avant. C'est grand, hein, c'est très beau. Ça, c'est un chantier à Bordeaux qui est en cours de construction. Ça date de la semaine dernière, ces diapositives de l'habitation, Lehmann et Eliette, donc, qui viennent de faire aussi un très beau projet que vous pouvez voir, qui est à Versailles, qui est fini, dans le même style. Et je finis avec ce projet-là pour vous dire que il y a des gens qui font aussi des choses extrêmement audacieuses en pierre post-contrainte. Ça, c'est une cave à Tain-l'Hermitage, toujours du groupe Krug. C'est une première mondiale, ça, en pierre post-contrainte. Ce mur, sans la contrainte, ne tiendrait pas. Et peut-être fini avec FH Construction, qui lance un projet actuellement. Il n'est pas sorti encore, il est en cours d'études à Marseille, une école. Et ça, c'est le projet de Pérodin qui sortira cette année, nous l'espérons, à Lyon. J'étais long ? Non, ça va. Merci Paul de cette ta présentation. Moi, je voudrais, avant de donner la parole à Adrien Willem, juste faire 2 petites remarques. En fait, la première, c'est que, en fait, avec vos 2 interventions, là, en fait, le monde semble être apaisé, puisqu'on a un maître d'ouvrage avec des ambitions très fortes et une filière qui est prête à répondre tout de suite, en fait, avec dans les meilleures conditions aux objectifs qui sont à atteindre. Donc, c'est parfait. Je dis ça parce qu'il y a 10 ans, quand on a ouvert ce concours, en fait, à l'école d'architecture, en essayant de provoquer l'enseignement sur la pierre, en fait, il n'y avait pas, en fait, évidemment, tout ce contexte-là, en fait, qui a extrêmement changé et qui semble dire que, bah oui, il y a une évidence maintenant, en fait, sur la construction en pierre, mais ça reste quand même, enfin, pour certains, ça a été des combats très importants, et puis, en fait, il reste encore à faire, en fait, dans cette voie-là, pas seulement autour de la pierre, mais évidemment sur les questions, la décarbonation des constructions. Et une autre réflexion que me vient ta présentation, que je découvre pas, mais que c'est en fait la question du temps, en fait, qu'on lit bien à travers l'histoire des carrières de Provence et de la carrière que tu mènes. Parce que finalement, et ça, moi, je trouve ça extraordinaire, en fait, pour nous, architectes, en fait, c'est d'arriver à problématiser le temps, en fait, dans le projet, en fait, d'intégrer la question temporelle, en fait, dans le processus de projet. Parce que, évidemment, là, tu dis simplement, on refait ce qu'on faisait il y a 100 ans. En fait, finalement, on découpe des pierres, on les empile. La question n'a pas changé. Et donc, aujourd'hui, pour nous, là, en fait, au XXIe siècle, on se dit, bah ouais, l'innovation, c'est de refaire ce qu'on faisait il y a 100 ans. En fait, c'est ça que ça veut dire, en fait, concrètement. Et puis, en même temps, alors, dans la question du temps, pour information,
Parce que moi, j'ai découvert un pays autour de la pierre, en fait, qui est l'Arménie, il y a quelques années, en fait, pour des questions pédagogiques. Et alors là, la durée, en fait, avec la même pierre, c'est-à-dire le tuf volcanique, qu'est-ce qu'on fait avec ce tuf-là? Qu'est-ce que les Arméniens peuvent faire, en plus dans des conditions économiques, en fait, où ils ont zéro moyen, quoi, en fait, en gros. Ils font de la maison autoconstruite, donc les gens qui n'ont pas les moyens, ils savent en fait construire leur maison avec la pierre qui coupe à la scie dans le sol quasiment. Ils ont inventé les églises, en fait le modèle des églises qui tient en fait les questions sismiques. Et puis dans toute l'histoire de l'architecture jusqu'à en fait la période soviétique, en fait la pierre est présente partout, en fait surtout la même pierre, elle est en fait elle gère en fait toutes les questions, y compris les équipements publics, etc. En fait, hein. Bon. Donc c'est cette question en fait non pas l'adaptabilité, est-ce que c'est l'adaptabilité ou la pérennité de la pierre, et qu'est-ce que ça engage aussi dans nos réflexions sur précisément avec le même matériau, et là ta démonstration elle est assez claire, avec le même matériau, le même bloc de pierre, on sait dater encore un bâtiment des années 70 et reconnaître un bâtiment d'hier. Donc ça c'est fascinant en fait, enfin, moi je trouve pour le projet, en tout cas. Je ne vais pas être plus long que ça. Je vais laisser la parole à Adrien Willem, donc tailleur de pierre, appareilleur, qui va nous parler donc de la stéréotomie. Alors, je me présente, je m'appelle Adrien Willem, je suis honnête compagnon passant tailleur de pierre du devoir et je suis appareilleur pour l'entreprise Lefebvre, qui est si ce n'est le leader des monuments historiques en France. Je vais essayer de vous parler de la stéréotomie, mais aussi sous le prisme de la restauration. Et je vais essayer d'aller assez vite et de partir du début. Je n'ai pas énormément de diapositives. Vous verrez, il y a des épures, il y a des choses comme ça, et il y a des photos à la fin. Bon. En tout cas, je vais essayer de faire assez clair. Je trouve très intéressant ce qui a été dit, très rigoureux. Je pense que pour pouvoir répondre aux défis contemporains, il faut savoir comment nos anciens ont répondu à leur époque et que c'est précieux aussi de savoir comment ils ont fait. Je pense qu'il faut inverser déjà quelque chose qui semble être un peu du sens commun, mais à mon avis c'est une erreur. C'est pas parce qu'on a su faire en pierre avant, c'est pas un savoir qui a été construit dans l'histoire, technique et théorique et géométrique, qu'on a appliqué à la pierre. C'est parce qu'on a voulu bâtir en pierre pour des raisons multiples, de durabilité, ça protégeait des incendies, mais aussi pour des questions idéologiques, de discours dominant, avec toute la part sacrée de la pierre. Il y a une sacralité de la pierre, il ne faut pas l'évincer des discours, c'est très important. C'est in situ qu'on a construit ces savoirs, sur le chantier. On a répondu techniquement et on a appliqué la géométrie à des défis que rencontraient les hommes de métier. Ils rencontraient des défis parce qu'il n'y a pas que de l'empilement. La taille de pierre, c'est pas que construire des murs, c'est couvrir des espaces. Et à partir du moment où on couvre un espace en pierre, on parlait de la voûte plate d'Arles la dernière fois, qui est un chef-d'œuvre de stéréotomie, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir maîtriser la géométrie, une géométrie savante, qui est très complexe. Alors, je voulais insister sur ce point parce que, évidemment, c'est un matériau d'une grande efficacité quand il s'agit de construire des murs, d'une grande efficacité, d'une grande pérennité, d'une grande durabilité, mais c'est aussi un matériau qui permet des défis techniques incroyables. Allez allez dans tous les monuments historiques et vous verrez des chefs-d'œuvre d'intelligence géométrique in situ. Donc ce n'est pas in vitro, à l'origine c'est in situ. C'est intéressant d'ailleurs l'idée qu'il faudrait que ça soit un peu plus in vitro aujourd'hui, parce que je pense que là, effectivement, il y a une réflexion intéressante, ça peut interroger. Alors, je voudrais insister d'abord sur le fait que on a rencontré des contraintes quand on a commencé à construire en pierre, et c'est les réponses à ces contraintes qui sont intéressantes. C'est toujours une histoire de contraintes, la construction, je pense, en tout cas. D'abord, la contrainte liée aux matériaux, vous en avez très bien parlé. Il y a des carrières, elles sont dans des lieux, on sort des modules, ce n'est pas les mêmes natures de pierre, vous n'avez pas les bancs d'une même qualité. Tout ça, ce sont des contraintes dont on est bien obligé de les prendre en compte. Il y a la gélivité de la pierre qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'elle peut être à l'extérieur? Combien de cycles dégel elle est capable d'assumer? Enfin bon. Ces contraintes, elles influencent le projet, je pense, forcément. Et elles déterminent beaucoup de choses. Elles déterminent le choix des lieux où on va construire.
au bord des rivières, pas trop loin de la carrière, parce qu'on ne va pas faire 500 km pour amener des cailloux. Et elle influence aussi la topologie choisie, quelle topologie on prend, ou parce que cette pierre, elle permet ou elle ne permet pas. Donc cette contrainte, elle est très importante et elle est massive. Après, il y a une deuxième contrainte dans l'histoire, et là je vais faire un peu d'histoire, c'est la contrainte, on va partir du gothique, parce qu'avant, après, on va partir du gothique, de l'opus francigenum, on va partir de là, mais il y a une contrainte des hommes. Pour poser de la pierre, il faut des hommes de métier. Il faut des hommes il y a le gros des troupes qui peut poser des murs, mais après, quand vous commencez vraiment à construire, il faut des gens qui savent faire, qui savent dessiner, qui savent appareiller, qui savent concevoir, qui savent faire des veaux, qui savent donc mettre en œuvre la pierre dans toute sa complexité. Et ça demande des gens qui ont des grandes qualifications. Et qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge ? Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Face à l'immobilisme des carrières, les hommes de métier, ce qui est devenu plus tard les compagnons du devoir, ont réagi par une extrême mobilité. Il y avait des gens, ils suivaient les chantiers des cathédrales, ils étaient extrêmement mobiles et ces équipes étaient extrêmement compétentes, elles étaient payées très cher parce que c'était le seul à savoir faire. Ils savaient faire, ils savaient dessiner, ils savaient appareiller, ils savaient bâtir une voûte. Et on se les arrachait. Et ils faisaient comme ça tous les chantiers, et c'est leur compétence qui leur permettait d'être prisés de tous les grands chantiers, notamment des chantiers de cathédrales. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a là quelque chose d'intéressant. On s'est rendu compte qu'à l'époque, c'est tout un modèle économique et social qui naît, mais il naît d'une sorte de paradoxe face à la mobilité, face au fait qu'à l'immobilisme du matériau, on ne peut pas lui faire 1000 bornes, et ben on répond par une grande mobilité des hommes et une grande compétence de savoir-faire. Je pense que ça va dans ce que vous racontiez sur le fait que faire ça, ça demande des gens avec beaucoup de qualifications. Sinon, c'est pas possible, on ne peut pas y arriver. Alors, ce qui est très intéressant aussi, et ce qu'on oublie souvent, à mon avis, ce qui est très intéressant, ce qu'on oublie beaucoup aussi, il me semble, c'est que c'est une rencontre aussi à cette époque-là. Je parle de cette époque, j'arriverai à la Restauration plus tard, mais c'est que c'est aussi la rencontre avec un discours. On vit aujourd'hui dans un discours qui a ses tenants, enfin, qui régit un certain nombre de signifiants maîtres. Et c'est le discours dans lequel on est, qui est un discours qui a sa valeur. Il faut qu'on arrête de construire avec des matériaux hyper polluants, on en est tous conscients. Et donc là, il faut qu'on réponde à quelque chose. À l'époque, ces hommes de métier très compétents ont dit, nous, on peut monter à 47 mètres, on peut monter à 80 mètres et on peut faire des voûtes. D'un seul coup, ça rencontre la possibilité, notamment dans l'opus francigenum, ça rencontre la possibilité d'ouvrir, d'alléger tous les murs et d'ouvrir la cathédrale à la lumière, de sortir de ces ténèbres. Je fais un peu de roman, mais c'est un peu ça. Et d'un seul coup, mais c'est une rencontre. C'est une rencontre contingente. Ça n'a pas été prévu. C'est une rencontre entre un savoir-faire, des lieux et un discours. Et je pense que c'est peut-être un peu ça qu'on vit aujourd'hui. On voit bien que notre modèle est un peu... et que là, il faut qu'on arrive à trouver, les architectes, les hommes de métier, les décideurs, à trouver des réponses. Et je suis sûr et les carriers, je suis sûr qu'on serait capable de le faire. Mais il faut qu'on se rencontre. À cette époque-là, ils se sont rencontrés, ça a donné la cathédrale de Chartres, et c'est encore là des années plus tard. Donc, je voulais faire ce petit point historique parce que la restauration, c'est-à-dire la possibilité de changer une pierre, elle vient, c'était pas prévu à la base, elle vient du fait que quand on bâtit en pierre, on bâtit par petits éléments. Quand on fait une voûte, c'est plein de petits éléments. Et donc, ce n'est pas une voûte concrète. Donc, on peut changer un des cailloux, ou plusieurs cailloux, ou en partie de sa profondeur. Et que ça, c'est un résultat. Ça n'a pas été voulu, c'est un résultat. Alors, c'est un résultat extrêmement intéressant parce que je pense que ça interroge l'idée du réemploi, parce que finalement, quand on entretient un bâtiment en pierre, ça peut durer des centaines d'années, je suis gentil. Ça peut durer très très longtemps. Ça peut durer même des milliers d'années. Vous allez à Carnac aujourd'hui, vous voyez le chantier, ça tient, il n'y a pas de problème. Donc, il y a quand même cette idée qu'on peut, au fur et à mesure, venir, avec une économie d'échelle, d'effort, d'argent quand même assez extraordinaire, restaurer des bâtiments avec une efficacité redoutable. Alors, si je peux je vais vous montrer un peu les diapos, parce que je les ai... Alors, j'avais pas énormément de diapos, c'est comme ça, là.
Alors ça, c'est des petites épures. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Enfin, si, c'est intéressant, c'est un dessin technique. Mais bon, là, vous voyez, c'est de la géométrie un peu savante. Mais je voulais vous montrer, par exemple, une planche de trait, ce qu'on appelle, nous, chez les compagnies, une des planches de Bordeaux. Vous voyez ce que peuvent donner une planche de trait d'un élément particulier. C'est intéressant parce que là, vous avez vraiment une trompe. Vous avez vraiment l'épure avec les panneaux qui sont sortis utiles à la taille. Une petite 3D rigolote en bas à gauche, tout fait à la main. Là, il faut de la compétence pour dessiner ça. C'est pas un soft avec... c'est pas une voûte concrète, quoi. C'est pas un bout de 3D. Il faut savoir découper le volume pour pouvoir faire ça. Là, c'est une autre pâte à la planche assez jolie, mais je voulais vous montrer ce que c'était Ça, c'est un calepin aujourd'hui, c'est à la Trinité. L'entreprise, on a un très gros chantier là-bas de plusieurs centaines de mètres cubes. Ça, c'est un calepin de repérage, mais je voulais vous montrer comment ça peut... Là, on change des blocs. Alors, la question des épaisseurs est très intéressante et très importante. Si vous construisez en 30 cm d'épaisseur, vous pouvez changer des pierres. Mais ça va vous demander des étaiements particuliers quand même, parce que si vous avez beaucoup de choses à changer, vous serez obligé d'étayer les murs ou d'étayer les baies à côté. Là, vous avez des épaisseurs d'1,50 m. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez changer une pierre de 70 de profondeur. Il n'y aura aucun... Là, on change des chapiteaux, hein. On a gardé un noyau, mais l'épaisseur des murs joue beaucoup sur la possibilité de changer un caillou. Et plus effectivement on avance dans le temps, plus souvent les murs sont fins, allégés, ce qui fait que la restauration est plus ou moins facile, mais elle est toujours faisable. Donc voilà un peu des photos de restauration de pierre. Donc, moi, je voulais vraiment insister sur le fait que c'est la réponse à ces contraintes qui est intéressante et que la restauration finalement de pierre est quand même quelque chose qui est un résultat. De quoi ? De la découverte de la stéréotomie. Du fait qu'on a affiné la stéréotomie savante, la façon de découper le volume, et que c'est ça qui fait que le réemploi et que la restauration est possible à la fin. C'est possible parce qu'il y a plein de petits modules. Si on n'avait pas su faire ça, comme vous le voyez dans des voûtes syriennes du IVe siècle, où il n'y a pas de... Pour couvrir un espace, ils mettent des blocs de 5 tonnes les uns à côté des autres. Le béton, finalement, c'est très archaïque. Tu mets un voile de 5 tonnes et tu es content, mais tu n'as pas compris le volume pour autant. Restaurer un voile de 5 tonnes, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile que si vous avez des centaines d'éléments. Mais ça, il a fallu toute la maturation de l'histoire pour pouvoir avoir un appareil plus ou moins complexe, plus ou moins modulaire, et que cet appareil permet la restauration. Et c'est pour ça que je pense que le savoir des tailleurs de pierre, des carriers, des tailleurs de pierre, de l'appareil, l'art de l'appareil, est très important pour les architectes aussi, parce que ça permet aussi de penser à comment on va restaurer demain. Est-ce que ça va être faisable ? Est-ce que ça va être facile ? Est-ce que ça va être évident ? Et voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la restauration. Alors, comment on opère une restauration comme ça, je pourrais rentrer dans le détail. Je ne sais pas si j'ai le temps encore un peu, mais... Oui. Ouais, encore un peu. On bûche. Qu'est-ce qu'on fait quand on change un caillou ? 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait quand on change un caillou ? Très simplement. On bûche, c'est-à-dire qu'on vient... D'abord, il y a l'appareilleur qui vient, il relève le caillou. Il en prend la trace. Par tout un tas de méthodes, il relève les moulures s'il y en a, il relève les formes. Que ce soit sur un élément ou sur plein d'éléments les uns à côté des autres ou disparates. Ensuite, les tailleurs de pierre bûchent ce caillou, c'est-à-dire qu'ils le cassent jusqu'à une certaine profondeur déterminée, non déterminée, ça dépend. Est-ce qu'on met en danger le bâtiment ? Est-ce qu'il est toujours stable ? Est-ce qu'il faut qu'on ait des étaiements autour pour pas... Et après, on vient tout simplement tailler, je vous parle en monument historique, là, hein, mais on vient tailler l'exacte copie du caillou d'origine qu'on vient reposer. Et là, on coule le caillou, c'est-à-dire qu'on vient verser de la chaux liquide dans tous les joints, et c'est parti pour 200 ans. Grosso merdo, quand c'est bien fait, c'est parti pour... Bon. C'est assez léger en termes de c'est pas... Bon, quand il y a beaucoup de cubes, ça demande beaucoup de mise en œuvre, mais quand même, c'est assez léger. Donc, effectivement, ça, je trouve que c'est une extrême modernité, quand on sait que demain... il va falloir qu'on fasse des bâtiments qui ne soient pas détruits dans 25 ans ou 30 ans, parce que vraiment, ça, c'est terrible pour la planète. Il ne faut pas le faire. Et là, je pense que la pierre répond de manière particulièrement pertinente là-dessus.
Après, sur le savoir, c'est intéressant pour les architectes, et je finis là-dessus. Je pense qu'intéressez-vous à la stéréotomie, c'est très intéressant, c'est très important, l'art du trait. Et je pense que c'est aussi votre domaine. La stéréotomie était enseignée à l'école des Ponts et Chaussées, aux écoles royales, jusque même à la fin du 19e, avec des coefficients extrêmement importants. On considérait qu'un architecte et qu'un ingénieur, c'était quelqu'un qui était capable de couper le volume, de comprendre ce que c'est qu'un volume, et pas d'en être l'esclave, mais d'en être le maître. Voilà, moi, je trouve ça très important. Bon. Merci Adrien de lancer cette perche sur la stéréotomie, parce que par contre, elle a de ce que je sache, elle a disparu en fait de l'enseignement de l'architecture, avec la pierre aussi, en fait, notamment. En fait, hein. Donc nous, moi, je suis assez fasciné par la présence. Déjà la posture, le point de vue, et puis aussi en fait cette focalisation précisément sur la question de la stéréotomie, et cette science là en fait, ou cet art qui a complètement disparu aujourd'hui en fait de nos connaissances, au profit. Alors maintenant, c'est vrai que sur l'enseignement de la pierre, le plan de Calepin, le calepin est à peu près, on va dire, en fait, c'est un outil relativement simple, pratiquement 2 dimensions, ou enfin en 3, mais en fait qu'on peut ramener en 2 dimensions assez simplement, pour arriver à bien identifier en fait le rapport entre la forme, la structure et la construction, et le motif en fait des surfaces aussi, parce qu'en fait là, c'est vrai que l'usage massif des ordinateurs fait que les représentations de l'architecture se font par mapping, et en fait on perd assez vite en fait la notion de la construction et donc du matériau. Donc le plan de Calepin, pour nous enseignants, il devient un outil assez essentiel pour arriver à retrouver le sens de la matière par le dessin. Mais le stade de la stéréotomie, je ne sais pas si on y arrivera un jour. C'est peut-être l'objectif en fait de ce concours répété là, où peut-être on retrouvera l'enseignement de la stéréotomie dans les écoles d'architecture. Je vais passer maintenant la parole à Jean Réau, architecte, donc en fait, studio 1984, lauréat des albums de la jeune architecture et des paysagistes en 2014, et qui va nous présenter son travail sur le conservatoire du Pradet. Pardon. Tout à fait. Vous m'entendez bien ? Ça marche ? Ouais, ça va aller. Merci Jean. Désolé pour le masque, j'ai pas le choix. Alors, ça aussi, ça marche. On peut continuer à regarder quelques belles images. Oui, alors je voulais vous parler rapidement de ce projet, un peu d'abord pour expliquer comment, dans l'élaboration dans le processus de projet, on en arrive à proposer de faire un bâtiment en pierre et en pierre massive. Ensuite, pour témoigner aussi de ce que ça génère comme chantier, comme spécificité de conception assez rapidement. Et puis peut-être, ce qui m'intéresserait, c'est au travers de ce projet, c'est peut-être possible de le faire, de mettre le doigt sur un débat que je vois s'esquisser là entre... Alors on a entendu parler du coup de préfabrication, de l'idée finalement de transformer un peu malgré tout les compagnons en ouvriers, avec davantage de parties du bâtiment qui seraient fait dans des usines. Donc c'est quand même un rapport au chantier un peu différent. Donc la construction hors site versus le savoir-faire sur le chantier, etc. Enfin, tous ces équilibres-là qui sont complexes et non tranchés. Je pense que ce chantier peut éventuellement poser des questions là-dessus. Donc c'est un petit équipement public qui est installé dans le centre-ville du Pradet, dans le sud-est de la France. C'est une école de musique. Et donc, comment est-ce qu'on en arrive à vouloir penser un bâtiment en pierre? Ça part quand même du site, comme souvent. Au-delà, évidemment, alors on pourrait dire c'est notre conscience écologique, etc., ou en tout cas l'envie de communiquer sur des manières de construire qui sont aujourd'hui très à la mode. Mais il y a quand même au départ le site. Il y a le site et il y a un contexte patrimonial qui est une première chose, avec une église là dont on s'apercevra plus tard dans le projet qu'elle est construite avec la même pierre que le conservatoire en question. Et puis un site très urbain
On voit là, c'est au milieu à peu près de l'image que doit prendre en place le conservatoire de musique, donc en plein centre-ville. Un choix assez ambitieux de la part de la municipalité, qui aurait pu le mettre en entrée de ville, là où ça aurait créé beaucoup moins de frottement avec le voisinage, mais avec l'idée d'un mode de vie plus piéton. En fait, c'est des petits conservatoires qui sont dans tous les centres-villes de la communauté d'agglomération de Toulon, au lieu d'être concentrés en entrée de ville à Toulon, avec la logique automobile qui va avec, etc. Donc il y a cette ambition d'insérer dans le centre-ville, donc là on voit le plan dans le centre-ville du Pradet, ce conservatoire de musique. On voit en haut à gauche, c'est la place centrale du village, en haut à droite, l'église là qu'on voyait tout à l'heure, et puis un peu plus, avec un cerne un peu plus fort, le projet tel qu'il a pris place. Et donc l'idée d'une construction hors site, pour le coup, s'impose assez rapidement. Et la pierre, effectivement, très adaptée à ce type de démarche. Et puis symboliquement, on est quand même très très proche des avoisinants. Là, on voit dans cette coupe un peu la relation que le bâtiment entretient avec son contexte. On est proche des avoisinants dans une relation de vis-à-vis assez forte. Et pour nous, il y avait quelque chose de symbolique à envelopper la musique par des murs assez épais, par une sorte d'épaisseur un peu comme ça bâtie. Aussi pour rassurer les voisins, d'une certaine manière, il fallait que ce bâtiment ait l'air d'avoir de l'épaisseur. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons-là qu'on a très vite été vers un bâtiment en pierre. Donc là, c'est ce que j'ai sur l'épaisseur, là on la sent un peu dans cette relation au contexte. Et puis évidemment, il y a la présence de la ressource localement, que moi je connaissais pas pour un autre projet développé par ailleurs. Et donc, une fois cette décision prise, le projet évidemment gagné, ça aide. On part à la recherche un peu de la ressource, donc on fait le tour des carrières, en l'occurrence des carrières de Provence, puisqu'on se situe dans la zone où opèrent les carrières de Provence. Et en fait, ça n'a pas été dit, mais c'est plusieurs sites d'extraction avec des pierres différentes. Donc on va comme ça les visiter un peu toutes. On regarde, on s'intéresse au processus de production pour l'intégrer dans la conception assez tôt. Là, on est vraiment en esquisse. On rencontre aussi les différents interlocuteurs qui nous permettent de comprendre aussi les optimisations possibles et tout ça. On essaye de voir aussi quel paysage ça crée l'extraction des pierres. C'est pas complètement neutre. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça crée un paysage particulier. C'est un peu comme tout, faut assumer quand on produit un bâtiment en pierre, que ça produit ce type de paysage. Voilà. Et puis à la fin de la journée, à côté des carrières de verse, on voit qu'il y a des bâtiments qui n'ont pas trop mal tenu, donc ça nous met en confiance sur le fait de bâtir en pierre. Donc ça, c'est le pont du Gard pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Voilà. Ensuite, on retourne assez vite quand même sur le choix de la pierre, etc. On se rend compte que la question du transport est au centre de la question du coût et de la question de la cohérence écologique du projet. On voit là ce camion. Alors après, effectivement, c'est des blocs de 6 tonnes, mais malgré tout, il n'y en a que 2 sur un camion. Et donc, il faut prendre en compte évidemment ça. Et donc, le choix de la carrière d'extraction se fait en grande partie à partir de ce critère-là. Et donc là, en l'occurrence, ça sera la pierre d'Estaillade qui est la plus proche. Donc le coût du transport est vraiment important. Ça n'a pas été dit peut-être dans la question du coût de la pierre. Donc ça qui est intéressant aussi d'un point de vue de la cohérence écologique du matériau, c'est qu'il y a une sorte d'évidence juste pour l'anecdote, on s'était demandé comment faire dans un marché public. On ne peut pas imposer d'origine des matériaux. Et on s'était demandé, j'avais appelé les carrières pour leur dire comment on fait pour être sûr d'avoir à peu près cette pierre, parce qu'on ne voudrait pas se retrouver avec de la pierre du Portugal ou je ne sais pas quoi, ça n'aurait plus aucun sens. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, vu le coût du transport, c'est forcément nous qui serons les mieux placés sur un bâtiment en pierre massive à cet endroit-là. En fait, il y a une sorte d'équilibre économique qui régule de fait la question du localisme des matériaux. Ensuite, on a un projet qui a des usages quand même assez complexes et puis une technicité spécifique, puisque c'est un bâtiment de musique, et donc la géométrie de ce bâtiment-là, forcément s'adapte à la fois au site. Et puis là, on voit que la forme de la salle de musique, elle peut pas être rectangulaire pour des raisons de réverbération acoustique. Et puis on voit qu'on a envie de traiter avec cette question de la pierre
l'absorption dans les murs. Donc là, on voit un pignon central qui va être harpé, appareillé, pour traiter lui-même la question acoustique, essayer d'éviter au maximum de rajouter des couches, des matériaux pour traiter ça, mais le faire directement avec la structure. Et donc, on sort un peu de la question de la modularité de la pierre, c'est-à-dire de cette espèce de rationalité qui dirait, bon, il suffit d'empiler effectivement des pierres. D'ailleurs, le bâtiment, on pourrait très bien le dimensionner en fonction du module de pierre. On était un peu dans cette croyance-là, d'ailleurs, en abordant le projet, et beaucoup d'architectes le sont. C'est Perrodin, hein, sans du tout critiquer sa démarche, qui a eu beaucoup ce discours-là, qui était de dire, en fait, il faut être très rationnel, et du coup, on part presque du module de pierre pour concevoir le bâtiment. Bon, quand on est dans un site aussi complexe, avec un programme aussi complexe et petit, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc on le verra, toute une complexité et donc des savoir-faire qui sont mobilisés sur ce projet. Donc on travaille à ce moment-là avec l'entreprise, avec la carrière sur les calepins, on en parlait. Puisque du coup, en fait, on a là un projet. Alors ça paraît, vous avez vu une image au début, je vous en montrerai quelques-unes après. Le projet paraît assez simple, mais en réalité, dès qu'on a un peu de complexité géométrique, on a une très grande complexité de calpinage, de taille de pierre, etc. En réalité, le pli qu'on voyait dans le bâtiment en plan, il induit une pierre qui peut être taillée qu'aujourd'hui par un tailleur de pierre. Et c'est là-dessus que je voulais ouvrir la discussion un peu. Donc on est dans une logique de construction hors site. On est dans une logique de préfabrication en carrière, effectivement, des différents modules, donc qui arrivent comme ça numérotés sur le chantier. Donc ça fait effectivement un chantier extrêmement silencieux, extrêmement propre. Hein. Ça, c'est le moment où ça a été peut-être le plus le bordel sur le chantier, au moment où il y avait le plus de pierres. Mais vraiment, hein, c'est pas une blague. Et en même temps, ça fait appel à des savoir-faire sur chantier, des adaptations, etc. Donc il y a quand même cet équilibre qui se fait entre une forme d'industrialisation du procédé et en même temps la mobilisation de savoir-faire. Ça, c'est une autre image un peu du chantier. Donc on voit là ce mur-là qui induit une certaine complexité géométrique malgré tout. Alors on n'est pas dans une cathédrale, évidemment. Mais du coup, c'est ce que ça produit, vous voyez ce léger pli, par exemple, et bien évidemment, c'est des pierres particulières. Les angles ne sont pas droits, etc. Et donc, du coup, là, il y a toute une problématique de chantier, d'adaptation, même si les pierres sont prédécoupées, etc. Et puis, petite parenthèse, on est en zone sismique, et donc, il faut des raidisseurs en béton. Et le choix est fait là, de les assumer comme des éléments d'architecture en façade, et pour, en gros, affirmer les problématiques contemporaines liées au risque et à la sécurité, quoi. Et voilà, ce que je disais, c'est qu'en même temps, on est dans la préfabrication. En même temps, l'intérêt de ce matériau-là, contrairement, parce que moi, j'ai aussi fait des bâtiments en béton, et notamment en béton préfabriqué, les éléments préfabriqués d'usine, quand ils arrivent mal cotés, c'est vraiment foutu, quoi. Ils repartent à l'usine et ça bloque le chantier. Sur un chantier en pierre, on a beau avoir toute une logique de préfabrication. C'est un matériau qui est relativement plastique, qu'on peut bricoler, qu'on peut adapter. Là, on voit que, en gros, avec cette petite pioche-là, on est capable de redécouper une pierre. Donc, c'est ça que moi j'ai trouvé assez passionnant dans ce chantier-là. Il y a quelque chose de très rationnel. Effectivement, ça va très vite parce qu'une fois qu'on a calpiné, c'est coupé en usine, etc., ça monte assez vite. Et en même temps, on sent sur le chantier des savoir-faire, des capacités d'adaptation, une plasticité du procédé. Non, pardon. Ah oui, excusez-moi. Voilà, donc là, je voulais illustrer un peu cette question la présence du béton, qui est du coup assumé comme un élément d'architecture en particulier, et qui n'est pas incompatible finalement avec le fait de construire en pierre. C'est pour sortir un peu du mythe de la pureté. Donc, on voit là un peu comment on a traité un angle, et on voit un peu aussi que construire en pierre, c'est vraiment se poser la question de l'épaisseur de la paroi, au-delà d'un effet de vêture en façade, etc. Forcément, ça prend en compte un peu cette espèce de masse du matériau. Donc avec évidemment tout un tas de détails d'architecture contemporaine pour arriver à intégrer, là on le voit, un store, un BSO, des doubles fenêtres, parce qu'il y avait des doubles fenêtres, puisque c'était un conservatoire de musique en milieu urbain, etc. Et là on voit comment le lien se fait avec
entre le béton et la pierre au travers d'un chaînage d'angles et tout ça. Et on voit la texture ensuite que ça produit sur la gauche. Quelques images pour voir un peu justement ce que ça peut produire, cet effet de masse et du coup d'épaisseur du matériau. Donc là, c'est la salle de spectacle, alors qui est sur la gauche pas isolée, parce que c'était une salle de spectacle. Et puis là, c'est le mur de refend, donc on a pu garder comme ça en pierre massive et qui traite l'acoustique du bâtiment. Donc avec ce jeu de harpage là qui produit un effet. L'autre côté de la salle, avec toujours le béton qui assume son rôle de linteau. Voilà les circulations. Et là, c'était pour raccrocher un peu à notre première intuition, c'est-à-dire pourquoi construire en pierre? Parce qu'on est en milieu urbain, parce qu'on est dans un contexte patrimonial, etc. Et on voit que finalement, l'insertion du bâtiment dans ce contexte-là fonctionne assez bien. Et c'est un peu cette relation entre la question de la ressource, l'échelle géographique et l'échelle du contexte que la pierre arrive assez bien à faire fonctionner. Donc là, on le voit dans ce contexte. Et c'est un peu l'image qu'on... Enfin, comment dire, l'image qu'on avait au début du projet, c'était un peu cette image-là. C'était l'idée d'une espèce d'édifice un peu intemporel inséré dans ce cœur de village et qui aurait pu avoir l'impression d'avoir toujours été là, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ça va ? Merci, ouais, merci Jean de ta présentation. Merci aussi pour la conclusion, là, en fait, parce qu'on est parti en fait, de questions d'aménagement du territoire pour arriver à définir et comprendre en fait, les conditions de l'architecture. Et en fait, ton exposé nous montre le chemin inverse, ou comment en fait, l'architecture répond aussi à des échelles territoriales, autant sur la ressource que sur des questions purement architecturales. En fait, merci. Je ne sais pas combien, j'ai pas vu le temps, alors je ne sais pas combien de temps il reste, mais on vous propose, si vous le souhaitez, 4 minutes au moins pour prendre quelques questions ou interrogations, réflexions. Je ne sais pas si dans la salle ou les personnes qui sont connectées souhaitent poser des questions. Est-ce qu'il y a des efforts particuliers concernant les réservations pour les chaînages béton? Est-ce qu'on a plusieurs solutions pour faire ça ou il n'y a que ce type de réservation-là? Merci. En fait, c'est intégré au processus des carrières depuis longtemps, ces carottages-là dans le béton, ils ont les machines, etc. pour le faire. D'ailleurs, il y en a qui sont cachés là, dans ce projet, on le voit dans les angles, en fait, ils sont continus. Donc quand je dis qu'on a assumé la présence du béton, c'est plus symbolique que complètement réel. Mais après, il y a plein d'assemblages qui sont possibles, effectivement, au-delà du carottage. Il y a plein de solutions architecturales pour assumer ces questions-là. C'est vraiment des questions d'architecture. C'est comment on traite un angle d'un bâtiment qui doit... un chaînage d'angle, c'est une question d'architecture. Est-ce que c'est une pierre plus dure? Est-ce que c'est du béton apparent sur toute la hauteur? Est-ce que ce béton il est harpé, etc. Enfin, on n'est pas dans une question technique là. Il faut un raidisseur à l'angle. Il y a 1000 manières de le faire. Oui, je voulais savoir si l'introduction des mixités des matériaux, donc par exemple ici du béton et de la pierre, introduisait la question de la présence de la pierre dans les réhabilitations de patrimoine autre qu'en pierre. Et si oui, comment est-ce que les filières de taille de pierre et d'extraction envisageaient les rythmes que ça pouvait, pas imposer, mais induire dans la production, dans un contexte un peu de décroissance du monde de la construction et de l'architecture. Voilà. Est-ce que c'était des sujets qui étaient sur la table dans ce monde, dans ces filières? Je crois qu'on n'a pas... Enfin, pour ma part, je n'ai pas très bien compris la question, si tu peux la reformuler. Comment est-ce que les filières d'extraction et de taille
envisagent l'évolution de leurs pratiques dans un contexte de décroissance avec les nouvelles problématiques, donc, notamment de réhabilitation et de ralentissement de la construction neuve. Est-ce que c'est juste des questions qui se posent et ouais. sinon, Là, next. Aujourd'hui, on a compris qu'en fait, il y avait plutôt, en fait, la filière elle était plutôt en phase de croissance. En fait, là, c'était un peu la démonstration d'aujourd'hui. C'est un peu une question de Après- poids relatif, en fait, parce que même si on doit moins construire dans les années qui viennent, enfin, nous, notre enjeu d'aménageur, c'est qu'on construise moins en béton. Enfin, pour le formuler de manière très claire, si je vais être un peu caricatural en disant ça, mais nous, ce qu'on veut plus, c'est d'avoir des chantiers avec du béton banché, en fait. Parce que ça produit des immeubles qui ne sont pas du tout adaptables dans le temps, qui ne sont pas réversibles. On a des murs de refend dans tous les sens, enfin, des logements qui ne peuvent pas bouger, on ne peut même pas réemployer, enfin, on peut même pas réutiliser ces immeubles, en fait, au sens des constructions, reconstructions, etc. Donc, en fait, c'est une question de poids relatif. C'est-à-dire que si on veut que le béton soit moins présent, qu'en tout cas on l'utilise à bon escient, comme on le disait tout à l'heure, c'était un formidable exemple qui était montré, et pour autant, on veut que d'autres matériaux prennent la place. Donc ça veut dire que même dans un monde où on aurait moins de volume de construction dans les années qui viennent, on a tout à fait la place pour que des filières alternatives augmentent leur capacité de production. Puisqu'aujourd'hui, massivement, la production, elle est en béton. Donc, même si on imaginait diviser par 2, chiffre complètement aléatoire, hein, la production bâtie dans les années qui viennent, on pourrait tout à fait avoir une croissance des filières biosourcées et de la filière pierre. Ça serait absolument pas, c'est tout à fait envisageable. C'est même pour moi plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'effectivement, si on devait construire comme dans les années 70-80 en pierre ou en bois, c'est vrai que la solution paraîtrait anecdotique. C'est dans la perspective de beaucoup moins construire que ces solutions deviennent pertinentes et font un sens à l'échelle un peu plus globale, quoi. D'accord, merci. Dans la dernière présentation, il y a une image qui était assez surprenante, qui était celle du camion avec ces 2 gros blocs de pierre sur la cargaison. Vous avez beaucoup parlé d'économie et d'écologie. Du coup, se pose un petit peu la question de quelle phase, si on considère de l'extraction au transport à la mise en œuvre sur chantier, quelle est la phase qui représente le plus de coûts, à la fois qui coûte le plus cher, quoi, et qui représente aussi le plus de dépenses énergétiques. C'est une super bonne question. En fait, ce qui peut coûter cher, c'est l'incompétence. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'il y a de la compétence dans les écoles d'architecture. Et si vous apprenez la pierre, si vous regardez ce qui se fait, vous vous nourrissez de ce qui est fait, des bêtises qu'on a pu faire et des réussites. Un projet en pierre, si on veut qu'il coûte pas cher, il faut bien réfléchir. Il faut aller à la source, c'est ce qu'on a vu. Ils sont venus nous voir, ils ont regardé nos modules, ils ont essayé de faire en sorte qu'on gaspille le moins possible. Ils ont certainement essayé de mettre en œuvre des techniques pour éviter de dépenser pour rien, en fait, sur le bâtiment, des choses qui peuvent coûter cher. Même si ce bâtiment-là, c'est un bon exemple. Celui-là, il est quand même, à part ça, il est simple, mais il est compliqué. Parce que c'est conservateur de musique et qu'il y a des contraintes, qu'il était en pleine ville et qu'il est et qu'il est là. Et malgré ça, il a été fait à je dirais, un prix plus que raisonnable. J'en ai parlé moi avec le maire que j'avais croisé, qui était hyper satisfait de ce projet. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire des choses pour rien, en fait. Faire des choses inutiles dans des constructions en pierre massive, puisque là, il s'agit de pierre massive. Donc, ce qui coûte peut-être un peu cher, c'est le transport. Le transport est cher localement, en fait, sur des courtes distances. Moi, je me suis rendu compte, stupéfait, que ça coûtait moins cher d'envoyer un conteneur de 20 pieds à Shenzhen, en Chine, que d'envoyer un semi-remorque à Versailles, à Paris. Donc c'est pour ça que quelquefois, on a des projets sur lesquels on va réduire un peu les épaisseurs, alors qu'on aurait envie de faire plus épais. Tout à l'heure, je vous ai montré 4 plots de
d'immeubles tertiaires, bureaux en pierre du Gard, la pierre, elle fait 60 cm d'épaisseur. Pourquoi elle fait 60? Parce que l'architecte qui est marseillais, il s'est dit les carrières ne sont pas loin, moi je veux de l'épaisseur. Et nous, on a essayé de réduire l'épaisseur parce qu'on était à la fois promoteur et fournisseur. Et en fait, on se rend compte qu'il avait raison, les bâtiments, ils sont magnifiques parce qu'ils sont massifs. Là, on est dans des épaisseurs de 30, je crois, sur le Pradé, autour de 30. C'est ce qu'on faisait à l'époque, Pouillon, etc. C'était 30 cm. Vous comprenez vite que du 30 cm, c'est bien, et ça coûte moins cher à transporter que du 60, puisqu'il y en a 2 fois plus. Donc c'est peut-être un peu là où, dans certains cas, je ne dis pas de tomber à 5 cm. Donc quelquefois, il faut être un peu raisonnable. Moi, je dirais que c'est le transport qui coûte le plus cher. Et après, j'ai dit l'incompétence, parce que ce qui compte, c'est la pose. Et on a aujourd'hui, en France, de plus en plus d'entreprises de pose qui avaient ou qui ont retrouvé la compétence de la pose, c'est-à-dire qu'ils posent à des prix extrêmement bas, parce qu'ils sont bien équipés, parce qu'ils savent. Donc, si vous voulez, sur un projet, si vous voulez aller au bout, il faut vous intéresser à tous les maillons, et y compris à ceux qui font la pose de la pierre, parce que c'est là où on peut avoir les prix qui s'envolent. Mais je dis aujourd'hui, la compétence, elle est tous azimuts, il y en a partout. Dans tous les domaines. Il y a la filière, elle existe. Je ne sais pas si on doit conclure. Moi, je voudrais préciser juste un petit truc aussi sur la question du transport, parce que, en fait, justement, le projet et la question des si on pense, soit on pense en euros, soit on pense aussi en poids carbone. Et en fait, les réflexions en fait actuelles font que, évidemment, on réfléchit sur les matériaux naturels, à leur localisation, donc en fait à la proximité des ressources par rapport au projet, pour réduire les temps de transport. Mais il y a des gros efforts en fait aussi encore à faire sur la réflexion sur les transports. Aujourd'hui, on dit que c'est le camion, mais il y a des réflexions maintenant. Par exemple, Gilles Perrodin, notamment, en fait, réfléchit à Lyon sur la façon de pouvoir transporter les pierres par la voie fluviale plutôt que par l'autoroute. Et donc ça oblige, et Paris, et le Grand Paris en fait est bien placé en fait aussi pour savoir que historiquement en fait après avoir excavé la pierre de son sous-sol, et elle est allée le chercher au bord en fait de l'Oise et au moins de l'Oise dans le bassin parisien, et donc le transport par le fleuve était le moyen de transport le plus simple et le plus économique. Et c'est aussi, en fait, ça suppose aussi une réflexion sur la logistique en fait, interne en fait, des villes pour qu'elles puissent accueillir en fait, de façon correcte et à moindre coût les matériaux. Alors c'est vrai sur le transport fluvial, mais c'est possiblement vrai aussi sur le fret ferroviaire qui a été complètement oublié et qui disparaît et qui va... ça, c'est enfin, bon, je ne sais pas si c'est le bon sujet pour conclure, et je sais, mais je suis un peu inquiet sur le temps. On va terminer en fait sur cette question. Il n'y a pas de questions depuis la chaîne YouTube en fait, et sur... Non, ça va. Ok, j'espère que cette table ronde vous a intéressé. L'objet quand même, en fait, c'était pas forcément de répondre de façon exhaustive à la thématique en fait du concours, mais on espère en fait que, en tout cas, les 4 intervenants en fait qui ont décrit quand même de façon assez complète toute la chaîne autour en fait de la problématique architecturale et urbaine, et aussi autour des matériaux de construction sur la pierre vous a éclairé. Et on espère évidemment qu'en fait, sur vos réponses, en fait, vous aurez peut-être des arguments supplémentaires pour enrichir vos récits de projets. Voilà. Merci. C'est que l'histoire de Lyon, qui est il faut transporter 600 tonnes d'un coup. Ah oui, on peut le faire. On va essayer de le faire.